l'essentiel de toute façon. On a vu l'essentiel. Bon, il reste à la dernière minute pour nous mettre des bâtons dans les roues. Babacar Gaye me disait que c'est le moment d'évaluer l'impact des programmes de redressement. Je pense que c'est le moment il faut qu'on fasse l'exercice. Donc, ce que je disais tantôt, donc, voilà en quelque sorte donc, ce qu'on veut faire. Après avoir donc toujours, il est important de ne pas toujours se limiter à une mesure avant-après. Donc, ça peut être limité. Les scores peuvent changer pour d'autres raisons qui ne sont pas liées au programme. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple. Je ne sais pas si vous étiez là quand je parlais de l'effet de contamination. Vous avez suivi jusque là-bas. Je ne sais pas exactement à quel moment la connexion est partie. Oui. Est-ce que vous avez suivi lorsque je parlais de l'effet de contamination? Allô? Oui, oui. OK. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui peut entraîner le problème, qu'est-ce qui peut entraîner l'effet. Il y a beaucoup de facteurs dans le temps qui peuvent venir affecter l'effet. Peut-être même au moment où le gouvernement démarre le programme, les élèves ont, d'une façon ou d'une autre, commencé eux aussi à suivre un autre programme en parallèle. Il se peut que le gouvernement, au moment où il démarre le programme, il y a eu un nouveau programme à la télévision qui fait que les élèves maintenant, au même moment, on commence à suivre le programme et ils commencent à développer des compétences. Peut-être qu'en ce moment-là, si vous voulez directement mesurer la différence, vous pouvez ne pas comprendre exactement qu'est-ce qui est lié, qu'est-ce qui a entraîné. Donc, c'est de bien faire, d'analyser les traités, de comparer les écoles avec les écoles de contrôle. Et le problème ici, c'est que groupe donc pour être différent selon le programme, avant le programme. Il se peut que le groupe de Dakar, le groupe traité est à Dakar, le groupe de contrôle est à Pékin. Et au moment où le gouvernement commence le programme, les étudiants qui étaient à Dakar, peut-être, ou bien les étudiants qui sont à Pékin, ils avaient un niveau beaucoup plus élevé que ceux qui étaient à Dakar. Déjà, eux, ils étaient déjà meilleurs que les étudiants qui sont à Dakar. De toute façon, quand on fait les concours généraux, on se rend compte qu'il y a des écoles qui reviennent toujours, qui sont dans la banlieue, qui reviennent toujours comme les écoles qui vont être primées. Donc, il se peut qu'en réalité, dans les écoles même, il y avait des spécificités dans ces écoles. Il y avait de meilleurs professeurs, peut-être, par exemple. Il se peut qu'il y avait de meilleurs professeurs. Il se peut que, du fait de la taille des classes, il y avait beaucoup plus de solidarité entre élèves, beaucoup de facteurs pour faire que les élèves là peuvent différemment bien avant la démarrage du programme. Donc, il est important, donc, dans ce cas-là, de capter ces niveaux initiaux pour les isoler avant d'analyser l'effet du programme. Et donc, la solution qu'apporte le diff-indiff, c'est dans le temps, mais en tenant compte de ces différences structurelles qui existent entre les individus. Ouais, il est important de tenir compte des différences structurelles pour ne capter que l'effet du programme. Pour aller vite, donc l'effet du diff-indiff, c'est quoi? C'est qu'on prend l'évolution du groupe de traités avant et après, on compare, on regarde, on enlève également, on regarde le groupe de contrôle avant et après, on compare. Ensuite, on prend l'effet restant et on compare. S'il y a un écart significatif, alors cet écart significatif ne peut être lié qu'à l'effet du programme. Parce que avant et après, on a enlevé, en faisant les deux différences, les doubles différences, on a enlevé les différences structurelles. Ensuite, on a enlevé les différences liées au programme. Donc, c'est ça l'intuition derrière. Ici, c'est qu'en faisant la première différence, la première différence c'est la grande différence. On regarde avant, on fait la différence. Après, on fait encore une deuxième différence. La première différence,
vise à enlever les différences structurelles qui peuvent entraîner des écarts en termes de... Une fois qu'on connaît cette différence-là, on l'enlève, on l'isole. La deuxième différence va venir capter l'impact, la différence liée au fait de bénéficier ou pas du projet. Donc, c'est ça le raisonnement. Donc, on mesure d'abord ce qui change dans le groupe de traité. Ensuite, on regarde ce qui change dans le groupe de contrôle. Ensuite, on fait la différence de ces deux changements pour capter l'effet de diff and diff. Et donc, l'interprétation, c'est que le programme, c'est que l'idée est de savoir, est-ce que le programme a fait évoluer le groupe traité par rapport à ce qui est, par rapport aux caractéristiques même de tout ce qui est observé des groupes de contrôle et du groupe de traité. Donc, dans l'exemple qu'on voulait donner tout à l'heure, qu'on voulait vous donner, on a un effectif. Il est important toujours de connaître la base de données. Comment est structurée la base de données? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la base de données? Ce qu'il faut comprendre de la structure de la base de données dans le cadre des modèles de l'évaluation d'impact définitif, c'est quand vous avez des données de panel. Donc, vous avez des données de panel, vous connaissez les données de panel, j'espère que vous avez fait le cours d'économétrie de données de panel. Vous avez dans les données de panel l'année et vous avez les unités. Donc, vous avez les individus et vous avez les années. Donc, on suit plusieurs individus sur plusieurs années. Donc, le même individu, il est observé en 2019, 2020, et 2021 et 2022. Vous voyez, c'est le même individu. Le même individu numéro 1 est observé durant les 4 années. Et on le fait pour tous les individus qui sont dans notre base de données. Donc, ici, on a 100 écoles. Les 100 écoles sont observées toutes durant les 4 années. Donc, on va avoir 400 observations dans notre base de données. Il faut que dans notre base de données, la base de données complète, bien traitée, doit comporter 400 observations, puisque chaque école va être observée une fois par année pendant 4 ans. Donc, on a 100 écoles. Dans les 100 écoles, on a les 35, on a les 45 qui sont traitées, si je ne me trompe pas, si j'ai bien en mémoire les chiffres. Donc, on a les 45 qui sont traités et ensuite les 55 qui ne sont pas du tout traités, donc qui n'ont pas bénéficié du programme. Les 35 vont recevoir le programme. Et donc, la somme fait les 100 écoles. Et toutes ces 100 écoles-là doivent être observées durant les 4 années. Et ce qui fait qu'on a, à la fin 400 observations. Et ces écoles-là peuvent être réparties selon des régions. Chaque ligne dans la base de données, c'est une école observée pendant une année donnée. Donc, vous devez comprendre ça. Donc, si vous regardez vos données de panel, comme on le dit dans les données de panel, le panel doit être cylindré. Qu'est-ce qu'un panel cylindré? On parle de panel cylindré quand toutes les données sont renseignées pour tous les individus et pour toutes les années. Ça signifie que le panel est bien équilibré. Sinon, si le panel n'est pas, il faut essayer de voir dans un certain moment, est-ce qu'il est possible? Parce que dans le cas, par exemple, des phénomènes d'attrition, on peut voir une école qui désiste à un certain moment. À ce moment-là, souvent, il y a plusieurs méthodes qu'on peut faire pour corriger le problème. Soit on cherche, puisqu'il y a une école qui a désisté, on cherche une autre école similaire qui lui ressemble et on le remplace. Ou bien on enlève carrément cette école et on réajuste la base de données. Donc, il y a plusieurs méthodes qui permettent de réajuster la base au fur et à mesure qu'on fait le suivi. Et donc, une fois qu'on fait le suivi, donc voilà ce que je disais, on a 45 écoles traitées et on a 55 écoles non traitées. Et donc, pour chaque école, vous avez une situation avant et une situation après. Donc, avant le programme, le groupe de contrôle, qu'est-ce qui les caractérise? Ils ont deux variables. Il y a une variable traitée et il y a une variable traitée et une variable post. La variable traitée, c'est c'est ce que M. Ndiaye disait. La variable traitée est une variable non temporelle. Est-ce que l'individu fait partie du groupe des bénéficiaires ou pas? Ça, on le connaît même avant le début du programme. Maintenant, le post, maintenant, c'est l'évolution après la mise en œuvre du programme. C'est pourquoi ce tableau-là, vous permet de faire cette cartographie des différents indicateurs. Donc, pour le groupe de contrôle, vous allez voir que avant le programme, la valeur de la variable traitée, c'est 0. La valeur de la variable post, c'est 0. Après la mise en œuvre du programme,
la valeur du traité, c'est toujours 0 parce qu'ils ne vont pas bénéficier du programme, mais ils vont être toujours là après la mise en œuvre du programme. C'est pourquoi ça prend la valeur 1. Pour les écoles traitées, la valeur traitée prend 1 avant le programme parce qu'ils font partie du groupe de traité. Et la valeur poste, puisque le programme n'a pas encore démarré, prend valeur 0 comme pour le groupe de contrôle. Et quand le programme démarre, donc vous voyez que la valeur de la variable traitée prend 1 et la valeur de la variable poste prend 1. C'est comme ça que l'on renseigne ces deux colonnes-là, poste et traité. Et donc, une fois que ça s'est renseigné, donc voici la liste des variables clés à connaître pour pouvoir faire notre définition. On a l'identifiant qui permet d'identifier l'école. On a l'année qui permet d'identifier l'année. On a la variable traitée pour identifier qui est bénéficiaire et qui n'est pas bénéficiaire. On a la variable poste qui identifie l'année où le programme démarre. C'est ça que représente la variable poste. Et la variable diff and diff maintenant représente l'intersection entre les deux. On fait traité multiplié par poste. On fait traité multiplié par poste. C'est ça qui donne la variable diff and diff. Ensuite, on a le résultat principal. Donc, voici les variables clés à comprendre. Donc, une fois que cette variable, je voulais juste revenir sur quelque chose. Bon, même si je pense que c'est dans ça, c'est pas dans le PowerPoint. Je ne sais pas si vous vous rappelez hier de l'équation diff and diff que M. Diaye vous a présenté. Donc, on a A plus la variable traite poste. Ensuite, on a alpha traite plus bêta poste plus gamma de la variable diff and diff. C'est ça, cette équation-là qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir capter l'effet de. J'aurais bien aimé pour vous montrer, parce qu'il y a plusieurs approches. On peut le faire comme on l'a fait ce matin on fait un t-test ou bien on fait une régression. Je voulais vous montrer également que la régression également, on peut le calculer manuellement. On peut ne pas faire une régression et toujours arriver à manuellement, sans même faire de régression, on peut manuellement, en faisant juste des quelques calculs de moyenne, retrouver la valeur du coefficient associé à l'effet. Le coefficient qui permet de capter l'effet du programme. On peut le calculer à partir juste de quelques calculs de moyenne et en faisant quelques différences. On peut le faire. Comme ce matin, on l'a fait avec le t-test. Le t-test qui calcule la moyenne pour les bénéficiaires, la moyenne pour les non-bénéficiaires qui fait la différence. Au lieu de faire une régression, on peut faire également la même technique avec le diff and diff. Donc, de toute façon, le score, comme je l'ai rappelé, le score de l'effet du traitement est une fonction de la variable traite, variable poste et de la variable diff and diff, selon l'équation qui a été présentée hier par. Donc, il suffit juste de mettre en œuvre cette équation-là et vous avez les coefficients. Donc, vous voyez ici comment on peut le calculer, comment on peut obtenir sa moyenne de façon en moyenne. C'est simple. Vous avez le groupe des traités, vous avez le groupe des non-traités. Vous calculez la moyenne, par exemple, du score des élèves dans les écoles avant le programme. Et vous calculez la moyenne des élèves dans le groupe des contrôles. Vous avez les deux moyennes. Vous prenez les écoles qui sont traitées, vous calculez la moyenne des scores que les élèves ont en mathématiques. Vous allez dans l'école des contrôles, vous calculez la moyenne des élèves en mathématiques. Vous avez les deux moyennes. Vous voyez qu'il y a une différence. Avant, ceux qui sont traités ont une moyenne inférieure, ceux qui ne sont pas traités ont une moyenne plus grande, 53. Ensuite, on calcule la moyenne des écoles après le programme. On prend les écoles des traités, on calcule leur moyenne après le programme. Ensuite, on calcule toujours la moyenne des écoles qui ne sont pas bénéficiaires après le programme. Donc, vous voyez, là, c'est la moyenne des écoles avant le programme. Ça, c'est la moyenne des écoles après le programme.
Et donc, vous faites la première différence. Ça moins ça, vous avez l'évolution. Et vous faites ça moins ça, vous avez l'évolution. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui correspond à la valeur de l'impact? C'est une fois que vous faites ces deux moyennes, vous avez isolé l'effet structurel de la différence entre les deux écoles. Donc, l'effet du projet, c'est pour le calculer, vous faites rien que vous ne faites que la différence entre les 9 moins les 3, et là, vous avez les 5,84%. 4,84, c'est lié à l'effet du programme. Et ce qui est intéressant, c'est que ces 5,84, si vous mettez en œuvre la régression, vous allez retrouver également le même coefficient. Et là, comment on lit montrer comme ça c'est simple, mais il y a beaucoup de tests à faire avant, en amont, pour pouvoir appliquer ces calculs de moyenne et ces différences-là. Il y a des tests préalables qu'il faut. Il y a les tests de placebo qu'il faut. Je pense qu'hier, on vous en a parlé. Donc, ce sont des tests à faire qui montrent qu'il n'y a pas eu, les tests de placebo, c'est pour voir que est-ce qu'il n'y a pas eu un autre effet qui n'est pas caché derrière. Ou bien est-ce que les données n'ont pas été manipulées par derrière. Il y a un ensemble de tests à faire, des tests économétriques, qui, s'ils sont valides, vous diront, là maintenant, vous pouvez faire la moyenne telle que c'est présenté dans le tableau. Et en ce moment-là, vous pouvez conclure que l'effet du programme, c'est égal à ça. Et comment on va le lire? Donc, les écoles traitées augmentent en moyenne de 9,45 points, c'est ça. Avant, ils étaient ça. Après, ils étaient à 59. Ils ont évolué de 9,45. Les écoles non traitées ont évolué de 3,61, parce qu'avant, ils étaient 53, ensuite, ils sont à 57. Donc, l'écart entre les deux évolutions, c'est de 5,84 points. Donc, c'est ça l'effet du programme en tenant compte du contrôle qu'il faut faire sur est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres effets parasites qui sont venus modifier un peu les chiffres. Et donc, en quelque sorte, de manière imagée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on essaie de faire? Voici l'évolution de l'école contrôle. Et voici l'évolution des écoles traitées. Vous voyez que avant, ils étaient comme ça. La première différence vise à, attention, la première différence vise à corriger cet écart-là. Ensuite, une fois que cet écart-là, on l'annule, c'est comme si, une fois, annuler la première écart, c'est ça. C'est cette bande-là entre les deux graphiques qu'on cherche à annuler. L'idée est que on veut en faire de telle sorte que les deux graphiques se superposent. Comme ça, on peut dire qu'on a le même rythme d'évolution. Comme ça, en ce moment-là, on pourra voir si on arrive à superposer ces deux bandes. Est-ce que cette bande-là, de l'autre côté, va toujours rester intacte ou pas? Ou bien, s'il reste intact, même s'il bouge, est-ce qu'il y aura toujours un écart entre les deux bandes après la mise en œuvre du programme? C'est ça l'objectif visuel de l'UDIF-INDIF. On a déjà ça, c'est une différence structurelle. Donc, avant même le programme, il y avait une différence structurelle entre les deux écoles. L'idée est d'enlever cette différence structurelle-là pour revenir ici, vérifier s'il y a un écart toujours significatif entre les deux écoles. Donc, vous voyez, en 2021, on observe les trajectoires des deux groupes. Après, on regarde. Donc, le DIF-INDIF cherche donc à isoler le surplus d'évolution. Donc, on essaie d'abord d'enlever le surplus, cet écart-là. Une fois qu'on a cet écart, quel sera son impact sur cet écart? Si on arrive à enlever cet écart-là, de telle sorte que les deux courbes se superposent, est-ce que l'écart ici va toujours, les courbes ne vont pas continuer à se superposer, ou bien est-ce que la courbe verte va toujours se maintenir en haut, et s'il se maintient en haut, de combien il sera maintenu en haut? Et c'est cette différence-là qui constitue l'impact du projet. C'est ça l'objectif intuitif du DIF-INDIF. Donc, ceci étant, donc c'est ça qui permet c'est seulement ça, sur ce tas, il s'agit seulement c'est ça qu'on essaie de mettre en œuvre. Tous les commandes que vous allez voir vont chercher, c'est ça. Donc, on ouvre la base, on regarde les données, on calcule les moyens, on trace le graphique, ensuite on commence à faire l'estimation du DIF-INDIF. Maintenant, il faut toujours, comme je l'ai dit tantôt, avoir de bonnes connaissances en économétrie
surtout en économétrie des données de panel, pour connaître tout ce qui est effet, c'est quoi effet fixe, effet variable dans les modèles de panel. Ça également, si vous le connaissez, c'est un atout majeur pour pouvoir améliorer la mise en œuvre de votre modèle d'évaluation d'impact. Donc voilà, j'ai essayé d'aller très plus vite pour ne pas prendre trop de temps parce il est déjà 17 heures. Et donc, une fois que le travail est fait, donc il s'agit seulement d'interpréter. Donc, on calcule le coefficient lié à cette variable-là. Ce coefficient-là n'est rien d'autre que les 5, et quelques là que j'ai calculé de l'autre côté. Quand vous le faites, vous allez retrouver la même valeur. Voilà, les 5,84 points. Quand vous prenez cette variable-là, la variable traite post, qui n'est rien d'autre. Je vous ai dit que la variable diff and diff n'est rien d'autre que la variable traitée multipliée par la variable post. Donc, cette variable-là n'est rien d'autre que la variable diff and diff. Quand vous faites c'est le coefficient là qui est lié, qui est l'effet du programme. Donc, mais puisque c'est un modèle, on va le faire dans le cadre d'un modèle de panel, donc il y a tout un ensemble de corrections à faire, d'effets fixes, d'effets variables, et à la fin, qui nous permet de voir cette valeur-là. Et cela signifie que donc que les écoles traitées progressent davantage que les écoles qui ne sont pas traitées. Maintenant, il y a des points d'attention à faire. Il ne faut pas surinterpréter les résultats. Donc, il ne faut pas surinterpréter les résultats. Tout ce c'est ce que je disais tantôt. Il y a un ensemble de tests à faire, de placebo à faire, de placebo, tous ces tests-là à faire pour voir est-ce qu'il n'y a pas eu des effets parasites qui sont intervenus entre-temps et qui ont fait que les deux graphiques évoluent comme ça. Il faut d'abord faire ces tests, corriger ces aspects-là avant de pouvoir faire la calcul des moyennes comme je vous l'ai présenté. Sinon, vous allez surestimer vos résultats. Vous allez dire à l'autorité, oui, le programme est bon, alors qu'en réalité, ce n'est pas le programme, c'est autre chose. Il y a des effets parasites que vous n'avez pas pris en compte. Bon, il y a un exemple ici. Donc, le programme donc, est associé à une hausse de 5,4. Donc, ça, c'est juste une technique de formulation. Ce matin, je vous ai dit, par exemple, avec le modèle PSM, c'est comme formulation, c'est mieux de dire entre. L'effet peut être estimé entre X à Y. Donner plus un intervalle que de donner une valeur fixe. Par exemple, c'est la même chose que également pour le diff and diff. Il y a des formulations qui permettent également de mieux communiquer ça tout en restant prudent par rapport aux résultats. De toute façon, il n'y a aucune estimation économétrique qui est parfaite. Donc, il n'y a aucun modèle même dans le monde qui est parfait. Tous les modèles sont, d'ailleurs, on dit que tout modèle est une représentation simplifiée de la réalité. Il n'y a que Dieu qui connaît réellement qu'est-ce qui affecte quoi. Le rêve humain est toujours limité. C'est pourquoi dans les modèles, on introduit toujours une partie là que l'œil humain ne peut pas voir et qui, en réalité, peut affecter l'évolution des choses. C'est pourquoi, au moment de communiquer sur vos résultats, il faut toujours être très prudent. Ne communiquez pas dans une perspective de dire ça, c'est comme ça, c'est vrai. Sinon, vous allez le regretter. En 2018, il y avait quelqu'un, bon, on préparait les groupes consultatifs, les gens avaient pris des données, je ne sais pas où. Ils ont montré le PIB du Sénégal avant PSE, ensuite après PSE. Ils ont montré le PIB. Donc, avant Sénégal, c'était 3%, après c'est le PIB PSE. Bon, ça a monté jusqu'à 7. Donc, ils ont dit que grâce au PSE, le PIB a augmenté de 4%. Ils ont commencé à communiquer un peu partout. Vous êtes en train de communiquer sur quelque chose qui risque de retourner contre vous après. Et vous avez vu, à la fin du projet, ce que les Sénégalais disaient, c'est que la croissance, on ne mange pas. Parce que là, ils commençaient à parler de croissance, mais on voyait que les conditions de vie se détérioraient. Là, la communication qu'on faisait en amont sur la croissance s'est retournée contre. Parce qu'à force d'en parler, les gens vont s'attendre à ce que leur bien-être s'améliore, mais ils ne le voient pas. Tout simplement parce que au moment de faire l'évaluation, les gens n'ont même pas respecté le choix des indicateurs, le choix des données qu'il fallait prendre. Et c'est ça qui fait que, après, les gens ont tendance à crier. C'est pas parce que les programmes ne sont pas bons dans nos pays. On a d'excellents programmes. Les Sénégalais sont très bons pour formuler des programmes. Mais souvent, moi,
je dis souvent, c'est que souvent c'est la communication politique qu'on fait qui fait que souvent les politiques, ils ne comprennent pas l'enjeu derrière les résultats qu'on leur donne. Hmm. À un certain moment, il faut d'abord laisser les techniciens parler jusqu'à ce que les choses soient claires, stables. Ensuite, à ce moment-là, le politique, lui, il est chargé juste de la stratégie. Mais au Sénégal, tout le monde est technique, tout le monde dans les plateaux pour parler des chiffres. Or, normalement, quand on est politique, quand on est dans les plateaux, on doit parler de stratégie pour donner des orientations. Mais pas nous, mais pas aller jusqu'à donner des chiffres qu'on ne maîtrise même pas. Même si on ne connaît même pas comment l'indicateur est défini. Il y a beaucoup de gens qui parlent, par exemple, de PIB au Sénégal. Si vous leur demandez c'est quoi le PIB, ils ne pourront pas vous répondre. Et pourtant, chaque jour, ils sont dans le plateau pour faire des communications sur le taux de croissance du PIB, tout ça, mais ils ne peuvent même pas vous donner la définition correcte de l'indicateur. Donc, or, s'il s'était limité à la stratégie, là, on serait plus dans des débats d'orientation avec des propositions concrètes. Les, les techniciens vont prendre ces propositions-là, faire les traitements nécessaires, sortir les indicateurs clés, les indicateurs pertinents, et à ce moment-là, on pourra avoir des projets qui sont beaucoup plus inclusifs, qui vont beaucoup mieux parler aux populations. Donc, voilà un petit commentaire sur lequel, par rapport auquel je termine ma présentation. Donc, en vous remerciant également, et je m'excuse également pour ce petit désagrément indépendant de votre volonté. Merci beaucoup pour l'attention.